par Colette, chapitre 3. Les sauvages. Des sauvages, disait-elle. Que faire avec de tels sauvages? Elle secouait la tête. Il y avait, dans son découragement, une part de choix, un désistement raisonné, peut-être aussi la conscience de sa responsabilité. Elle contemplait ses deux garçons, les demi-frères, et les trouvait beaux. L'aîné surtout, le châtain aux yeux pères. 17 ans, une bouche empourprée qui ne souriait qu'à nous et à quelques jolies filles. Mais le brun, à 13 ans, n'était pas mal non plus, sous ses cheveux mal taillés qui descendaient jusqu'à ses yeux bleus de plomb, pareils à ceux de notre père. Deux sauvages aux pieds légers, osseux, sans chair superflue, frugaux comme leurs parents et qui préféraient aux viandes le pain bis, le fromage dur, la salade, l'œuf frais, la tarte aux poireaux ou à la citrouille. Sobres et vertueux, de vrais sauvages. Que faire d'eux? Soupirait ma mère. Ils étaient si doux que nul ne les pouvait atteindre, ni diviser. L'aîné commandait, le second mêlait, à son zèle, une fantaisie qui l'isolait du monde. Mais l'aîné savait qu'il allait commencer ses études de médecine, tandis que le second espérait sourdement que rien ne commencerait jamais pour lui, sauf le jour suivant, sauf l'heure d'échapper à une contrainte civilisée, sauf la liberté totale de rêver et de se taire. Il l'espère encore. Jouait-il? Rarement. Il jouait, si par jeu l'on entend que d'un radieux univers villageois, il ne voulait que la fleur, le meilleur, le plus désert, le non foulé, tout ce qui rajeunit et recommence, à l'écart de l'homme. On ne les vit jamais déguisés en Robinson, ni en conquérants, ni interprétant des scénettes improvisées. Le cadet, incorporé une fois à une troupe de garçons entichés de tragédie, n'y accepta qu'un rôle muet, le rôle du fils idiot. C'est au récit de ma mère qu'il me faut remonter, quand il me prend, comme à tous ceux qui vieillissent, la hâte, le prurite, de posséder les secrets d'un être à jamais dissous. Lire le chiffre de sa turbulente jeunesse, heure par heure, perdue en elle-même, et d'elle-même renaissant. Marquer, je ne sais quelle grâce m'aidant, marquer du doigt le promontoire d'où il se laissa tomber dans la plate mer des hommes, épeler le nom de ses astres contraires. J'ai dit adieu aux morts, à l'aîné sans rivaux, mais je recours au récit maternel et aux souvenirs de ma petite enfance, si je veux savoir comment se forma le sexagénaire à moustache grise, qui se glisse chez moi, la nuit tombée, ouvre ma montre et regarde palpiter l'aiguille trotteuse. Prélève, sur une enveloppe froissée, un timbre-poste étranger. Aspire, comme si le souffle lui avait tout le jour manqué, une longue bouffée de musique du Columbia, et disparaît, sans avoir dit un mot. Il provient, cet homme blanchissant, d'un petit garçon de 6 ans, qui suivait les musiciens mendiants quand ils traversaient notre village. Il suivit un clarinettiste borgne jusqu'à Saint, 4 kilomètres, et quand il revint, ma mère faisait sonder les puits du pays. Il écouta avec bonté les reproches et les plaintes, car il se fâchait rarement. Quand il en eut fini avec les alarmes maternelles, il alla au piano et joua fidèlement tous les airs du clarinettiste, qu'il enrichit de petites harmonies simples, fort correctes. Ainsi faisait-il des airs du ménage forain, à la Quasimodo, et de toutes les musiques qu'il captait comme des messages volants. Il faudra, disait ma mère, qu'il travaille le mécanisme et l'harmonie. Il est encore plus doué que l'aîné. Il deviendrait un artiste, qui sait? Elle croyait encore, quand il avait 6 ans, qu'elle pouvait quelque chose pour lui, ou contre lui. Un petit garçon, si inoffensif. Sauf son aptitude à disparaître, que pouvait-elle lui reprocher? Bref de taille, vif, très bien équilibré, il cessait miraculeusement d'être présent. Où le joindre? Les airs préférés des petits garçons ordinaires ne l'avaient pas même vu passer, ni la patinoire, ni la place du grand jeu damé par les pieds d'enfant, mais plutôt dans la vieille glacière du château, souterrain tronqué qui datait de 4 siècles, ou dans la boîte de l'horloge de ville, place du marché, ou bien enchaîné au pas de l'accordeur de piano qui venait une fois l'an du chef-lieu et donnait ses soins aux 4 instruments de notre village. « Quel instrument avez-vous ?
Madame Vallée va échanger son instrument. L'instrument de mademoiselle Philippon est bien fatigué. J'avoue qu'en ma mémoire, le mot instrument appelle encore, à l'exclusion de toutes les autres images, celle d'un édifice d'acajou conservé dans l'ombre des salons provinciaux et brandissant, comme un autel, des bras de bronze et des cires vertes. Oui, un petit garçon si inoffensif, qui n'exigeait rien, sauf un soir. « Je voudrais 2 sous de pruneaux et 2 sous de noisettes, dit-il. « Les épiceries sont fermées, répondit ma mère. Dors, tu en auras demain. Je voudrais 2 sous de pruneaux et 2 sous de noisettes, redemanda, le lendemain soir, le doux petit garçon. Et pourquoi ne les as-tu pas achetés dans la journée? Se récria ma mère impatientée. Va te coucher. 5 soirs, 10 soirs ramenèrent la même taquinerie, et ma mère montra bien qu'elle était une mère singulière, car elle ne fessa pas l'obstinée, qui espérait peut-être qu'on le fesserait, ou qui escomptait seulement une explosion maternelle, les cris des nerfs à bout, les malédictions, un nocturne tumulte qui retarderait le coucher. Un soir, après d'autres soirs, il préparait sa figure quotidienne d'enfant buté, le son modéré de sa voix. « Maman ?»« Oui, dit maman. »« Maman, je voudrais... Les voici, dit-elle. Elle se leva, aveignit dans l'insondable placard près de la cheminée 2 sacs grands comme des nouveau-nés, les posa à terre de chaque côté de son petit garçon et ajouta « Quand il n'y en aura plus, tu en achèteras d'autres. » Il la regardait d'en bas, offensé et pâle sous ses cheveux noirs. « C'est pour toi. Prends, » insista ma mère. Il perdit le premier son sang-froid et éclata en larmes. « Mais, je ne les aime pas !» sanglotait-il. Sido se pencha, aussi attentif qu'au-dessus d'un œuf fêlé par l'explosion imminente, au-dessus d'une rose inconnue, d'un messager de l'autre hémisphère. « Tu ne les aimes pas? Qu'est-ce que tu voulais donc ?» Il fut imprudent et avoua. « Je voulais les demander !» Lorsqu'elle partait chaque trimestre pour Auxerre à 2 heures du matin, dans la Victoria, ma mère cédait presque toujours aux instances de son enfant le plus jeune. Le privilège de naître la dernière me conserva longtemps ce grade d'enfant le plus jeune, et ma place dans le fond de la Victoria. Mais avant moi, il y eut pendant une dizaine d'années ce petit garçon évasif et fragile. Au chef-lieu, il se perdait, car il déjouait toute surveillance. Il se perdit, ici et là, dans la cathédrale, dans la tour de l'horloge, et notamment dans une grande épicerie, durant qu'on déballait le pain de sucre drapé d'un billet de papier indigo, les 5 kilos de chocolat, la vanille, la cannelle, la noix muscade, le parfum, le rhum pour les grogues, le poivre noir et le savon blanc. Ma mère fit un cri de renarde. « Où est-il » ? « Qui, madame Colette ? Mon petit garçon. L'a-t-on vu sortir ?» Personne ne l'avait vu sortir. Et déjà ma mère, à défaut depuis, interrogeait les cuves d'huile et les tonneaux de saumure. On ne le chercha pas trop longtemps cette fois. Il était au plafond, tout en haut d'un des piliers de fonte tors, qui l'étreignait des cuisses et des pieds comme un grimpeur des cocotiers. Il manœuvrait et écoutait les rouages d'un gros cartel à face plate de chat-huant, vissé sur la maîtresse poutre. Quand des parents ordinaires font souche d'enfants exceptionnels, il y a de grandes chances que les parents éblouis les poussent, fussent à grands coups de pied dans le derrière, vers des destinées qu'ils nomment meilleures. Ma mère, qui tenait pour naturel, voire obligatoire, d'enfanter des miracles, professait aussi que l'on tombe toujours du côté où l'on penche, et affirmait, pour se rassurer elle-même, « Achille sera médecin, mais Léo ne pourra pas échapper à la musique. Quant à la petite... » Elle levait les sourcils, interrogeait le nuage et me remettait à plus tard. Exception bizarre, il n'était jamais question de l'avenir de ma sœur aînée, déjà majeure, mais étrangère à nous, étrangère à tous, volontairement isolée au sein de sa propre famille. Juliette est une autre espèce de sauvage, soupirait ma mère. Mais à celle-là, personne ne comprend rien, même moi. Elle se trompa. Nous la trompâmes plus d'une fois. Elle ne se décourageait pas et nous coiffait d'une nouvelle auréole.
Mais elle n'accepta jamais que ce second fils échappât, comme elle disait, à la musique. Car je lis, dans maintes lettres qui datent de la fin de sa vie, « Sais-tu si Léo a un peu de temps pour travailler son piano ? Il ne doit pas négliger un don qui est extraordinaire. Je ne me lasserai pas d'insister là-dessus. » À l'époque où ma mère m'écrivait ces lettres, mon frère était âgé de 44 ans. Il a, quoi qu'elle en eût, échappé à la musique, puis aux études de pharmacie, puis successivement à tout ce qui n'est pas son passé de sylphe. À mes yeux, il n'a pas changé. C'est un sylphe de 63 ans. Comme un sylphe, il n'est attaché qu'au lieu natal, à quelques champignons tutélaires, à une feuille recroquevillée en manière de toit. On sait que les sylphes vivent de peu et méprisent les grossiers vêtements des hommes. Le mien erre parfois sans cravate et long chevelu. De dos, il figure assez bien un pardessus vide, ensorcelé et vagabond. Sa modeste besogne de scribe, il l'a élue entre toutes pour ce qu'elle retient, assise à une table, sa seule et fallacieuse apparence d'homme. Tout le reste de lui, libre, chante, entend des orchestres, compose et revole à la rencontre du petit garçon de 6 ans qui ouvrait toutes les montres, hantait les horloges municipales, collectionnait les épitaphes, foulait sans fatigue les mousses élastiques et jouait du piano de naissance. Il le retrouve aisément, revêt le petit corps agile et léger qu'il n'a jamais quitté longtemps, et il parcourt un domaine mental où tout est à la guise et à la mesure d'un enfant qui dure victorieusement depuis 60 ans. Il n'est pas, quel dommage, d'enfant invulnérable. Celui-ci, pour vouloir confronter son rêve exact avec une réalité infidèle, m'en revient déchiré, parfois. Certains crépuscules ruisselants, à grandes draperies d'eau et d'ombre sous chaque arcade du palais royal, me l'amena. Je ne l'avais pas vu depuis des mois. Il s'assit, mouillé, à mon feu, prit distraitement sa singulière subsistance, des bonbons fondants, des gâteaux très sucrés, du sirop, ouvrit ma montre, puis mon réveil, les écouta longuement, et ne dit rien. Je ne regardais qu'à la dérobée, dans sa longue figure, sa moustache quasi blanche, l'œil bleu de mon père, le nez grossi de Sido, très survivant, assemblé par des plans d'os, des muscles inconnus et sans origine lisible. Une longue figure douce, éclairée par le feu, douce et désemparée. Mais les us et coutumes de l'enfance, réserve, discrétion, liberté, sont encore si vigoureux entre nous que je ne posai à mon frère aucune question. Quand il eut assez séché les ailes tristes, alourdies de pluie, qu'il appelle son manteau, il fuma, l'œil cligné, et frotta ses mains sèches, rouges d'ignorer en toute saison l'eau chaude et des gants, et parla. « Dis donc. »« Oui ?»« J'ai été là-bas, tu sais. »« Non. Quand ça ? » ?»« J'en arrive. »« Ah !» dis-je avec admiration. « Tu es allé à Saint-Sauveur ? Comment ?» Il me fit un petit œil fin. « C'est Charles Farou qui m'a emmené en auto. »« Mon vieux ! C'est joli en cette saison ? » ?»« Pas mal, » dit-il brièvement. Il enfla les narines, redevint sombre et se tut. Je me remis à écrire. « Dis donc. »« Oui ?»« Là-bas. J'ai été aux Roches, tu sais. » Un chemin montueux de sable jaune se dressa dans ma mémoire, comme un serpent le long d'une vitre. « Oh ! Comment est-ce ? Et le bois en haut ? Et le petit pavillon ? Les digitales, les bruyères ?» Mon frère siffla. « Fini. Coupé. Plus rien. Rasé. On voit la terre. On voit... » Il faucha l'air du tranchant de la main et rit des épaules en regardant le feu. Je respectais ce rire et ne l'imitais pas. Mais le vieux sylphe, frémissant et lésé, ne pouvait plus se taire. Il profita du clair-obscur, du feu rougeoyant. « Ce n'est pas tout, » chuchota-t-il. « Je suis allé aussi, à la cour du pâté. » Non naïf d'une chaude terrasse, au flanc du château ruiné, arceaux de rosiers maigris par l'âge, ombre, odeur de lierre fleuri, versée par la tour sarrasine, battant revêche et rougeâtre de la grille qui ferme la cour du pâté,
Accourez. Et alors, vieux, et alors? Mon frère se ramassa sur lui-même. Une minute, commanda-t-il. Commençons par le commencement. J'arrive au château. Il est toujours asile de vieillards, puisque Victor Gandrille l'a voulu. Bon, je n'ai rien à objecter. J'entre dans le parc, par l'entrée du bas, celle qui est près de Madame Billette. Comment, Madame Billette? Mais elle doit être morte depuis 40 ans au moins. Peut-être, dit mon frère avec insouciance. Oui. C'est donc ça qu'on m'a dit, un autre nom. Un nom impossible. S'il croit que je veux retenir des noms que je ne connais pas, enfin. J'entre par l'entrée du bas, je monte l'allée des tilleuls. Tiens, les chiens n'ont pas aboyé quand j'ai poussé la porte, fit-il avec irritation. Écoute, vieux, ça ne pourrait pas être les mêmes chiens, songe donc. Bon, détail sans importance. Je te passe sous silence les pommes de terre qu'ils ont plantées à la place des cœurs et des pavots. Je passe même, poursuivit-il d'une voix intolérante, sur les fils de fer des pelouses. Un quadrillage de fils de fer. On se demande ce qu'on voit. Il paraît que c'est pour les vaches. Les vaches! Il berça un de ses genoux entre ses deux mains nouées et sifflota d'un air artiste qui lui allait comme un chapeau haut de forme. C'est tout, vieux? Minute! Répéta-t-il férocement. Je monte donc vers le canal, si j'ose, dit-il, avec une recherche incisive. Appelez canal, cette mare infecte, cette soupe de moustiques et de bouse. Passons. Je m'en vais donc à la cour du pâté. Et il tourna vers moi sans me voir, un sourire vindicatif. J'avoue que je n'ai d'abord pas aimé particulièrement qu'il fasse de la première cour, devant la grille derrière les écuries aux chevaux, une espèce de préau à sécher la lessive. Oui, j'avoue. Mais je n'ai pas trop fait attention, parce que j'attendais le moment de la grille. Quel moment de la grille? Il claqua des doigts, impatienté. Voyons, tu vois le loquet de la grille? Comme si j'allais le saisir, de fer noir, poli et fondu, je le vis en effet. Bon. Depuis toujours, quand on le tourne comme ça, il m'y met, et qu'on laisse aller la grille, alors elle s'ouvre par son propre poids, et en tournant, elle dit « Hi-han » chantâmes-nous d'une seule voix, sur 4 notes. Oui, dit mon frère, en faisant danser fébrilement son genou gauche. J'ai tourné, j'ai laissé aller la grille, j'ai écouté. Tu sais ce qu'ils ont fait? Non? Ils ont huilé la grille, dit-il froidement. Il partit presque aussitôt. Il n'avait pas autre chose à me dire. Il recroisa les membranes humides de son grand vêtement et s'en alla, dépossédé de 4 notes, son oreille musicienne tendue en vain, désormais, vers la plus délicate offrande, composée par un huis ancien, un grain de sable, une trace de rouille, et dédiée au seul enfant sauvage qui en fut digne. Où en es-tu avec Mérimée? Il me doit 10 sous. Tiens, s'étonna l'aîné. Oui, repartait le cadet, mais moi, je redois 3 francs. Sur qui? Sur un Victor Hugo. Quel volume? Chansons des rues et des bois, et je ne sais pas quoi d'autre. Ah, le chameau! Et encore, triompha l'aîné, tu as dû lire ça à la va-vite. Verse les 3 francs. Où veux-tu que je les prenne? Je n'ai pas le sou. Demande à maman. Oh, demande à papa. Dis-lui que c'est pour acheter des cigarettes et que tu les lui demandes en cachette de maman. Il te les donnera. Mais s'il ne me les donne pas, alors, à l'amende, 5 sous pour le retard. Les 2 sauvages, qui lisaient comme autrefois lisaient les adolescents de 14 et de 17 ans, c'est-à-dire avec excès, avec égarement, le jour, la nuit, au sommet des arbres, dans les fenils, avaient frappé d'interdit le mot mignonne, qu'ils prononçaient mignonne, avec une affreuse grimace tordue, suivie d'une imitation de nausée. Recensée dans chaque livre nouveau, chaque mignonne, vouée à l'exécration, créditait de 2 sous une cagnotte. En revanche, un livre vierge rapportait 10 sous à son lecteur. Le contrat jouait depuis 2 mois, et l'argent, s'il en restait au bout du semestre, paierait des bombances, des filets à papillons, une nasse à goujons. Mon jeune âge, 8 ans, m'écartait de la combinaison. Au dire des 2 frères, il y avait trop peu de temps que je ne grattais plus pour les manger, au fond des chandelles, les coulures en forme de longues larmes, et les 2 garçons m'appelaient encore
enfant de cosaque. Pourtant, je savais dire mignonne en tordant la bouche, et m'efforçais ensuite de vomir, et j'apprenais à côté des romanciers selon les nouveaux statuts. Dickens rend beaucoup, disait un sauvage. Dickens ne devrait pas compter, rechignait l'autre. C'est une traduction, le traducteur nous empile. Alors Edgar Poe non plus ne compte pas Le bon sens commanderait d'exclure aussi les livres d'histoire, qui payent 10 sous, à coup sûr. La Révolution n'est pas mignonne, bah. Charlotte Corday n'est pas mignonne, bah. Mérimée devrait être exclue, en tant qu'auteur de la chronique de Charles IX. Alors qu'est-ce que tu fais du collier de la reine ? Il joue, c'est du roman pur. Et les Balzac, sur Catherine de Médicis ? Tu parles comme un enfant, il joue. Ah non, mon vieux, permets. Mon vieux, je fais appel à ta bonne foi. Tais-toi. On marche dans la rue. Ils ne se disputaient jamais. Allongés sur le faîte du mur, ils y cuisaient au soleil d'après-midi, discutaient avec feu et sans injure, et me concédaient une portion de la dalle faîtière, doucement inclinée. De là, nous dominions la rue des Vignes, venelle déserte qui menait au jardin potager, éparpillé dans le vallon du Saint-Jean. Mes frères se taisaient subtilement au plus lointain bruit de pas, épousaient le mur en s'aplatissant et tendaient le menton au-dessus de l'ennemi originel, leur semblable. « Ce n'est rien, c'est Chebrier qui va à son jardin, » avertit le cadet. Ils oublièrent un moment leur débat et laissèrent passer sur eux l'heure encore chaude, la lumière oblique. D'autres pas, nets et vifs, sonnèrent sur les silex bossus. Un corsage lilas, un buisson de cheveux crépelés, d'un rose de cuivre, éclairèrent le haut de la rue. « Ouh, la rousse !» souffla le cadet. « Ouh, la carotte !» Il n'avait que 14 ans et voulait du mal aux filles, qui l'éblouissaient d'une lumière trop crue. « C'est Flore Chebrier qui rejoint son père, » dit mon frère aîné, quand l'or et le lilas s'éteignirent en bas de la rue. « Elle a joliment changé. » Son cadet, couché sur le ventre, posa son menton sur ses bras croisés. Il clignait par mépris et gonflait sa bouche, qu'il avait ronde et renflée, comme les petits éoles des vieilles cartes marines. « C'est une carotte, c'est une rouge. Au feu, au feu !» cria-t-il, avec une grossièreté d'écolier jaloux. L'aîné haussa les épaules. « Tu ne t'y connais guère en blonde, dit-il. Moi je la trouve mais très mignonne. » Un gros rire de garçonnet, enroué de mue, salua le mot maudit que caressait la voix rêveuse de l'aîné, le séducteur aux yeux pères. J'entendis une bousculade sur le mur, les clous des souliers raclant la pierre, une chute molle de corps liés sur la terre accueillante et sarclée, au pied des abricotiers. Mais ils se délièrent aussitôt, avec une hâte sage. Ils ne s'étaient jamais battus, ni insultés. Je crois qu'ils savaient déjà que ce bouquet de cheveux roux, ce corsage lilas, merveilles accessibles, ne devait pas compter parmi leurs enjeux indivis, leur délectation baroque et pudique. D'un pas bien accordé, ils s'en retournèrent vers les étaloirs de liège où séchaient les macaons, vers la construction d'un jet d'eau, vers un système d'alambic à distiller la menthe des marais, instrument capricieux qui enlevait au produit distillé le parfum de la menthe, mais lui laissait intacte l'odeur du marécage. Leur farouche humeur n'était pas toujours innocente. L'âge qu'on dit ingrat, qui étire douloureusement les corps enfantins, exige des holocaustes. Il fallait à mes frères une victime. Ils élurent un camarade de collège que les vacances ramenaient dans le canton voisin. Mathieu M. n'avait point de défaut, ni de grand mérite. Sociable, bien vêtu, un peu blondasse, sa seule vue échauffait mes frères d'une perversité comparable à celle des femmes enceintes. Aussi s'attachait-il avec passion aux deux sauvages fiers, chaussés de toile, coiffés de joncs, et qui méprisaient ses cravates. L'aîné n'avait que rigueur pour ce fils de tabellion, et le cadet, par imitation et renchérissement, effilochait son mouchoir, retroussait son pantalon déjà trop court, pour accueillir Mathieu M., ganté, qui descendait de son tricycle. « J'ai apporté la partition des noces de Jeannette !» criait de loin l'affectueuse victime, « et l'édition allemande des symphonies de Beethoven, à 4 mains !» Sombre, l'aîné,
Le barbare au frais visage toisait l'intrus, banal enfant des hommes que rien n'obscurcissait, qui ne portait en lui ni vœu de solitude, ni intolérance, qui se troublait sous son regard et mendiait. « Tu veux faire un peu de quatre mains avec moi ?»« Avec toi, non. Sans toi, oui. »« Je tournerai les pages alors. » L'un soumis, l'autre inexplicablement malveillant et chargé d'orage, ils souffraient d'incompatibilité. Mais Mathieu M., patient comme une épouse rudoyée, ne se lassait pas de revenir. Un jour, les sauvages prirent le large dès le déjeuner, ne rentrèrent que le soir. Ils semblaient las, excités, et ils se jetèrent tout fumant sur les deux vieux canapés de reps verts. « D'où venez-vous dans cet état ?» demanda notre mère. « De loin, » répondit avec douceur l'aîné. « Mathieu est venu, il a paru surpris de ne pas te trouver. C'est un garçon qui s'étonne de rien. » Quand ils furent seuls avec moi, mes deux frères parlèrent. Je ne comptais guère, et d'ailleurs, ils m'avaient élevé à ne point trahir. Je sus que, caché dans un bois qui surplombe la route de SF, la route de Saint-F, ils n'avaient pas, au passage de Mathieu, révélé leur présence. Je m'intéresserais assez peu à des détails qu'ils ressassaient. « Quand j'ai entendu le grelot de son tricycle, » commençait le cadet. « Je l'ai entendu de plus loin que toi, Vin. »« Pas sûr ? Tu te souviens du moment où il s'est arrêté juste sous notre nez pour s'essuyer ?» Il dialoguait, presque bas, couché, les yeux au plafond. L'aîné s'agita. « Oui, cet animal, il regardait à gauche et à droite comme s'il nous flairait. »« Ça, mon vieux, c'est fort, hein ? C'est curieux. C'est nous qui l'avons arrêté en le regardant, hein ? Il avait l'air tout gêné, tout chose. » Les yeux de l'aîné noircissaient. « Ça se peut. Il avait sa cravate écossaise. Cette cravate-là, j'ai toujours pensé qu'elle serait cause d'un malheur. » Je m'élançai entre eux, avide d'émotion. « Et alors ? Et alors, quel malheur ?» Ils me jetèrent tous deux le plus froid regard. « D'où est-ce qu'elle sort, celle-là ? Qu'est-ce qu'elle veut avec son malheur ? » « Mais c'est toi qui viens de dire ?» Ils se redressèrent, s'assirent, ricanèrent de connivence. « Il n'est rien arrivé, » dit enfin l'aîné. « Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive ? On a laissé passer Mathieu et on a bien rigolé. »« C'est tout ?» fis-je, déçu. Le cadet se leva d'un bond, il dansait sur place et ne se possédait plus. « Oui, c'est tout. Tu ne peux pas comprendre. On était là, couchés, on l'avait au ras du menton. Lui, sa cravate, sa raie de côté, ses manchettes, son nez qui reluisait. Ah, bon Dieu, c'était épatant. » Il se pencha sur son aîné, le frôla du nez animalement. « C'était facile de le tuer, hein ?» Rigide, les yeux fermés, l'aîné ne répondit pas. « Et vous ne l'avez pas tué ?» m'étonnai-je. Ma surprise les arracha sans doute aux bois obscurs, où ils avaient, invisibles, tremblé d'affût et de plaisir homicide, car ils éclatèrent de rire, et redevinrent puérils à mes dépens. « Non, dit l'aîné, nous ne l'avons pas tué. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. » Ragaillardi, il entonna ses improvisations préférées, fille difforme du rythme et du verbe, conçue aux heures où son esprit d'étudiant, rebutant le travail, s'accrochait sans le savoir au relief des mots qu'il détergeait de leur sens. Ma petite voix lui fit écho. Je suis seule maintenant à affirmer sur un air de polka qu'un cachet de benzonaphthol, ça fait du bien pour le mal à la tête. Un cachet de benzonaphthol, ça fait du bien pour la métrite du col. Affirmation aventurée, contraire à toute thérapeutique, à laquelle je préférais, sinon la musique, du moins le texte d'une aubade connue. Le baume analgésique du pharmacien Binguet est très distingué. Quand on se l'applique, on se sent soulagé, lagué, etc. Ce soir-là, mon frère, encore exalté, chanta la nouvelle version de la sérénade de Severo Torelli. Nous n'avons pas tué Mathieu pour ce soir, ma brune. Laissons vivre encore ce rival de la lune. Le cadet, autour de lui, dansait, radieux, comme un Lorenzaccio à son premier crime. Il s'interrompit et me promit avec gentillesse. On le tuera la prochaine fois. Ma demi-sœur, l'aînée de nous tous, l'étrangère, l'agréable laide aux yeux tibétains, se fiança,
à la veille de coiffer Sainte-Catherine. Si ma mère n'osa empêcher ce mauvais mariage, elle ne tut pas ce qu'elle en pensait. De la rue de la Roche à la Gerbaude, de Bel Air au Grand Jeu, on ne parla que du mariage de ma sœur. « Juliette se marie » demandait-on à ma mère. « C'est un événement ?»« Un accident » rectifia Sido. Certains risquaient aigrement. « Enfin, Juliette se marie ! C'est inattendu. C'était un peu inespéré. »« Non, » repartait Sido belliqueuse, « c'est désespéré. Qui peut retenir une fille de 25 ans ? Et qui épouse-t-elle ? Oh mon Dieu, le premier chien coiffé. » Au fond, elle prenait en pitié la vie, gorgée de rêves et de lectures effrénées, de sa fille solitaire. Mes frères considérèrent l'événement du haut de leur point de vue personnel. Une année d'études médicales à Paris n'avait pas apprivoisé l'aîné, haut, resplendissant, et que le regard des femmes, quand il ne les désirait pas, offensait. Les mots cortège nuptial, frac de soirée, déjeuner dînatoire, défilé tombèrent sur les deux sauvages comme des gouttes de poix bouillantes. « Je n'irai pas à la noce !» protestait le cadet, l'œil pâle d'indignation et toujours coiffé à la malcontent. « Je ne donnerai pas le bras. Je ne mettrai pas un habit à queue. »« Tu es le garçon d'honneur de ta sœur, » lui remontrait ma mère. « Elle n'a qu'à ne pas se marier, pour ce qu'elle épouse, un type qui sent le vermouth. D'abord, elle a toujours vécu sans nous. Elle n'a pas davantage besoin de nous pour se marier. » Notre belle aînée parlait moins, mais nous lui voyions son visage de sauteur de mur, son regard qui mesurait les obstacles. Il y eut des jours difficiles, des récriminations que mon père, soucieux et qui fuyait l'odorant intrus, n'apaisait pas. Puis, les deux garçons parurent consentir à tout. Bien mieux, ils suggérèrent l'idée d'organiser eux-mêmes une messe en musique, et de joie, Sido oublia pendant quelques heures son chien coiffé de gendre. Notre piano hoché prit le chemin de l'église, mêla son joli son un peu sec au bêlement de l'harmonium. Les sauvages répétaient, dans l'église vide qu'ils verrouillaient, la suite de l'Arlésienne, je ne sais quelle stradella, un Saint-Saëns, dévolu aux fastes nuptiaux. Ma mère s'avisa trop tard que ses fils, retenus à leur clavier d'exécutants, ne figureraient qu'un moment aux côtés de leur sœur. Ils jouèrent, je me le rappelle, comme des anges musiciens, et ensoleillèrent de musique la messe villageoise, l'église sans richesse et sans clocher. Je paradais, fière de mes 11 ans, de ma chevelure de petite Ève et de ma robe rose, fort contente de toutes choses, sauf quand je regardais ma sœur tremblante de faiblesse nerveuse, toute petite, accablée de failles et de tulle blanc, pâle et qui levait sa singulière figure mongole, défaillante, soumise au point que j'en eus honte, vers un inconnu. Les violons du bal mirent fin au long repas, et rien qu'à les entendre, les deux garçons frémirent comme des chevaux neufs. Le cadet, un peu gris, resta, mais l'aîné, à bout d'effort, disparut. Il sauta, pour pénétrer dans notre jardin, le mur de la rue des Vignes, erra autour de notre maison fermée, brisa une vitre, et ma mère le trouva couché quand elle rentra, lasse, triste, ayant remis sa fille, égarée et grelottante, aux mains d'un homme. Elle me contait plus tard cette petite aube poussiéreuse d'été, sa maison vide et comme pillée, sa fatigue sans joie, sa robe à devant perlée, les chats inquiets que la nuit et la voix de ma mère amenaient. Elle me disait qu'elle avait trouvé son aîné endormi, les bras fermés sur sa poitrine, la bouche fraîche et les yeux clos, et tout empreint de sa sévérité de sauvage pur. Songe donc, c'est pour être seul, loin de ces gens en sueur, pour être endormi et caressé par le vent de la nuit qu'il avait brisé un carreau. Y eut-il jamais un enfant aussi sage ? Ce sage, je l'ai vu 100 fois franchir la fenêtre, d'un bon réflexe, à chaque coup de sonnette qu'il ne prévoyait pas. Grisonnant, tôt vieilli de travail, il retrouvait l'élasticité de son adolescence pour sauter dans le jardin, et ses fillettes riaient de le voir. Ses accès de misanthropie, encore qu'il les combattît, lui creusaient le visage. Peut-être qu'il trouvait, captif, son préau chaque jour plus étroit, et qu'il se souvenait des évasions qui jadis le menaient à un lit d'enfant, où il dormait demi-nu, chaste
et voluptueusement seul. Fin de Sido par Colette. Bonjour et bienvenue dans ce dernier vlog lecture sur Sido de Colette. Donc c'était un court roman autobiographique. Je le pousse un peu parce qu'il prend de la place et comme ça vous pouvez voir mon petit Basilou qui fait dodo sur la fameuse pile de linge qui a quand même bien diminué, vous remarquerez. Donc c'était un court roman autobiographique où Colette parlait de son enfance surtout et de sa mère, de son père et de ses frères. Je trouve ça assez étonnant d'ailleurs dans la partie sur les frères, donc sur les sauvages, le fait que Juliette, la sœur aînée, donc elle parle de demi-sœur pour sa sœur aînée, qui est une demi-sœur, hein, et elle parle de frère pour son demi-frère et son frère. Parce qu'il y a Juliette et Achille, les deux premiers enfants de Sido, ne sont pas les enfants du capitaine Colette, et Léo et Colette sont les enfants du capitaine Colette et de Sido. Donc je trouve ça assez étonnant que cette sœur qui est un peu solitaire ait été presque rejetée de la famille au final. Je sais pas, on dirait qu'elle est pas là. Pourtant, si elle a épousé quelqu'un à 25 ans, elle devait vivre là. Ou alors elle avait pris un appartement où elle travaillait quelque chose, mais j'ai pas trouvé d'informations. Attendez, elle s'appelait Juliette Colette. Elle est morte assez jeune, elle avait 48 ans. Ouais, je sais pas si je vais trouver quelque chose. Bon, écoutez, si je trouve quelque chose sur... parce que comme les vlogs lecture, vous le savez, je le fais directement à la suite de la lecture, donc j'ai pas anticipé. Et la question m'est venue maintenant. Donc, si je trouve quelque chose en particulier sur Juliette, je vous mettrai un petit mot en bubule et il y aura un lien en barre d'information. Je vais creuser un peu parce que ça m'intrigue. Donc je vais pas commenter, mais je vous dirai juste s'il y a une espèce d'explication au fait qu'elle a l'air quand même vachement à part. En tout cas, je trouve, enfin moi, j'ai vraiment ressenti une espèce d'authenticité dans ce roman autobiographique où Colette, en fait, elle se livre. On n'est pas non plus sur de la grande révélation, hein, on est sur une famille un peu normale, quoique peut-être un peu singulière aussi, qui est assez originale, hein. On a une maman qui est assez fantasque, qui est assez... qui est très... qui dépend de la nature, qui voit des signes dans la nature, qui sait les interpréter. On frôle de la superstition, je trouve, avec presque de la magie avec Sido et toutes ces croyances qu'elle a autour des vents, etc. Et le capitaine Colette, moi, j'ai trouvé la deuxième partie un peu plus nostalgique parce que il me semble bien que le capitaine Colette, donc le papa de Colette, est mort prématurément. Et enfin prématurément, je pense il est mort, elle devait être jeune adulte. Et j'ai plus senti comme si en fait ils étaient passés un peu l'un à côté de l'autre. Et il y avait la présence de son fantôme que je trouvais assez touchant aussi. Est-ce que c'est son fantôme? Est-ce que c'est Colette qui imagine qu'il est là? Est-ce que c'est une croyance? C'est une impression, je sais pas, une impression de présence qu'elle qu'elle traduit par la présence de son père. Même si elle a rencontré des médiums hein, qui ont dit qu'il y avait son père. Donc il y avait son frère. Je sais plus lequel. Euh, Léo, je crois bien. Au niveau de la... Je me souviens plus de la... Je ne me souviens plus de la description de la personne qui était censément présente lors de la séance peut-être de spiritisme, mais je me demande si ça ressemblait pas à Léo, qui était triste, un fantôme triste, si vous vous souvenez. Bon, moi, j'ai lu ça il y a une bonne dizaine de jours, je pense, donc je m'en souviens plus, je vous avouerai.
Et là, les sauvages, j'ai trouvé ça chouette parce que c'est des gamins qui n'ont pas un grand écart Je crois qu'il y a 3 ans entre Juliette et Achille, il y a 5 ans entre les garçons et Colette est un peu plus jeune. Donc en plus c'est une fille, mais il y a pas tant que ça d'écart, hein. Il y a un... ils- Co- Sidonie, elle a fait un enfant tous les 3, 5, 6 ans, quoi. Et j'ai l'impression que d'un côté, on les a laissés pousser un peu, ces gamins. On les a laissés pousser un peu comme du chien-dent. Euh, Il y avait une remarque assez rigolote là sur le fait que Sido décide en quelque sorte que Achille va devenir médecin et que Léo deviendra musicien. Comme si elle s'illusionnait en fait du pouvoir qu'elle a sur l'avenir de ses enfants. Je trouve j'ai une impression d'harmonie dans cette famille, même si j'ai aussi l'impression que Juliette, je sais pas, il y a quelque chose avec Juliette, c'est étrange. Mais j'ai une impression d'harmonie en dehors de Juliette. Juliette, c'est peut-être l'élément qui sort de l'ordinaire de cette famille qui sort aussi déjà de l'ordinaire. Et c'est une super lecture. Moi, j'ai vraiment aimé. J'aimerais bien lire d'autres choses autobiographiques de Colette, donc j'irai creuser. Surtout que maintenant, elle est libre de droit, donc ou je sais pas, peut-être que si j'ai envie d'investir, je me prendrai un petit Pléiade. Mais ouais, j'ai vraiment aimé. Je pense que je ne l'avais jamais lu, et parce que j'avais confondu avec La Petite Fadette, c'est de George Sand. Donc j'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. J'ai envie de la tester du coup, on va la tester à partir de la semaine prochaine dans les Vrilles de la Vigne. Euh, je crois que j'avais fait un... Ouais, je m'étais fait un espèce de petit planning. Les Vrilles de la Vigne, c'est un recueil de nouvelles. Il y en a qui sont courtes, il y en a qui sont un peu plus longues. Donc j'en lirai, je pense, entre 3 et 5 par soirée et on les passera toutes en 4 semaines à peu près. Et je crois que ça correspondra aussi à peu près... Non, Louis Léger, donc les contes populaires slaves que je lis le samedi, ça va finir avant. Mais je crois qu'il est plus très bon mon truc. Donc je pense qu'après Louis Léger, après Colette, je m'étais dit que j'allais relire un petit Sherlock Holmes, je verrai lequel vient ensuite. Je suis pas persuadée qu'il y a un sens de lecture très important dans les Sherlock Holmes. Euh, donc je lirai un Sherlock Holmes et comme ça quand on arrive à peu près à l'été, on va avoir Mansfield Park si je me trompe pas de Jane Austen. Et après Louis Léger, je pense que je vais peut-être partir sur des contes, genre des contes de Maupassant, des choses comme ça. Je sais pas si je lirai encore tout un truc de contes de Maupassant, ou je peux éventuellement piocher des contes aussi à droite à gauche. J'ai des nouvelles aussi fantastiques, de la dimension fantastique. Certains sont libres de droit et libres de traduction, donc je vais voir. Je verrai pour après Louis Léger. Mais je pense qu'après Louis Léger, j'ai envie de faire un truc plus diversifié, en quelque sorte. Pourtant, elle est cool, hein. La lecture de Louis Léger, le recueil de contes populaires slaves, c'est vraiment sympa. Donc, à voir. Mais si je lis plus de contes le samedi, ça sera des nouvelles. Et bon, exceptionnellement, du coup, les nouvelles de Colette le dimanche, parce que on lit à la suite. Voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous allez passer un très bon week-end. Mercredi prochain, je crois que c'est un book haul. J'en ai encore un petit stock de book haul. Donc je pense que ça fera une vidéo de temps en temps. Faut vraiment que je me mette aussi... Bon là j'ai encore une semaine qui va être un peu charrette parce que je finis ma formation de correcteur demain. Parce que là je tourne le jeudi 24 avril. Donc bon l'activité est déjà lancée. J'ai peut-être des trucs. Et, et je pense que je finis aussi quelque part l'année scolaire de... Enfin, l'année scolaire de formatrice pour adultes, donc ça c'est cool aussi. Donc à voir. Et moi j'aimerais bien vous faire assez rapidement aussi des vlogs écriture parce que ça redémarre gentiment. Ça redémarre bien. J'ai de l'idée. Faut juste que j'ai l'impression qu'il faut que je finisse des choses avant d'en commencer d'autres, avant de pouvoir me lancer dans autre chose. Donc on verra. Donc c'est les moments de changement qui sont toujours un peu inconfortables.
Je vous souhaite une très bonne journée, à tout bientôt, lisez tout plein et rêvez tout grand.